Elles innovent, elles restructurent, elles osent défier l'ordre établi, elles créent des solutions là où il n'y avait que des obstacles. Elles transforment le paysage économique une décision après l'autre. Je suis Déborah Moutound, ambassadrice du programme Élevé by Ecobank et bienvenue dans Élevé Impact, le podcast pensé pour donner la voix aux femmes qui créent de la valeur, qui prennent des risques et qui bâtissent des entreprises qui comptent. À travers ce programme, Ecobank accompagne, finance et propulse les femmes entrepreneurs, mais au-delà des chiffres et des solutions financières, Élevé Impact, c'est aussi un espace de réflexion, un moment de recul, un lieu où l'on explore les histoires, derrière les succès, les stratégies, les décisions. Un espace pour grandir ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours d'une femme qui a osé croire que l'agriculture peut devenir un moteur puissant pour le Congo. Imagine, on te dit que la terre n'est pas adaptée, on te dit que c'est trop ambitieux, trop coûteux, trop compliqué et surtout, personne n'a jamais réussi ici. Pour beaucoup, c'est un frein, pour d'autres, comme mon invité du jour, c'est un appel. C'est une raison de faire différemment, de prouver qu'un produit local peut redevenir un symbole de souveraineté économique. Elle a lancé la boîte, puis la quinoise, premier café cultivé, transformé et produit entièrement à Kinshasa. Elle a construit une usine, formé des équipes, maîtrisé toute la chaîne de valeur et redonné une fierté nationale à un secteur que beaucoup pensaient perdu. Aujourd'hui, nous recevons, et c'est pour mon plus grand plaisir, une entrepreneure tenace, une visionnaire, une bâtisseuse. J'ai nommé Tissia Mukuna. Bonjour Tissia. Bonjour Déborah. Je suis ravie de t'avoir sur ce podcast. Comment ça va ? Écoute, ravie également, ça va très bien, merci. Je suis fière de ton parcours, j'ai envie de dire. Tu es une fierté nationale, mais je pense que tu es une fierté aussi pour toutes les femmes entrepreneurs. Et moi, je t'ai vue à tes débuts. Oui. Et je suis fascinée par ton parcours qui ne cesse de tous nous émerveiller. Donc déjà, j'ai envie de te dire félicitations. Merci. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps d'en savoir un peu plus sur ton parcours. Par quoi tu es passée, comment est-ce que tu en es arrivée là. Tissia, tu es passée du marketing en France au café cultivé à Kinshasa. C'est quand même une grosse distance et pas que géographique. Et aujourd'hui, tu es même dans la production industrielle. Avant la quinoise, il y avait une terre, une idée, peut-être un pari fou. Comment est-ce que tout a commencé ? Comment est-ce que tu as décidé de te lancer dans le café ? Je trouve ça, c'est vrai que c'est un objet, enfin c'est un produit d'usage quotidien. Donc ça peut sembler être une évidence, mais en même temps, pas tant que ça. Mongafula, tout le monde disait que c'était impossible. Il n'y avait jamais eu de marque de café au Congo. Comment est-ce que tout a commencé ? À vrai dire, il y avait il y a des marques de café congolaises, mais c'est vrai qu'on a perdu notre puissance. Okay. Il y a 40 ans, le Congo était l'un des premiers pays exportateurs de café. Aujourd'hui, plus du tout. Et tout ça s'explique à cause des problèmes économico-politico de notre pays depuis 40 ans. Et donc, du coup, moi, je voulais vraiment créer une marque forte, congolaise, mais montrer qu'on pouvait aussi faire du café, pas simplement la matière première, mais toute l'expertise qu'il y a derrière. Parce que le café est envoyé dans d'autres pays, transformé ailleurs, et il nous revient sous une autre marque, et parfois très cher. Donc moi, je voulais montrer qu'on n'a pas que les matières premières, on sait aussi transformer, on a aussi l'expertise. Quand on pense au café, on pense à l'Italie, mais il n'y a pas de caféier là-bas. Mais pourtant, c'est là où il y a le cappuccino, espresso, etc., alors qu'il n'y a pas de caféier. Donc, je voulais vraiment montrer qu'ici, au Congo, on avait aussi cette intelligence-là. Et c'est vrai, quand j'ai commencé, rien ne me prédestinait à faire l'agriculture. Ouais. J'ai fait du marketing, j'ai un MBA en négociation des affaires. Wow. J'avais travaillé pour Microsoft, pour une agence de pub pour PlayStation, pour Panasonic. Donc vraiment rien à voir avec le café. Mais j'ai toujours été passionnée d'agriculture. Et donc ma chance, c'était d'avoir commencé jeune. Enfin, d'avoir commencé une passion jeune.
Intéressant. Enfin, tu commences jeune. C'est quoi tes rapports avec l'agriculture? Parce que on appartient un peu tout à la diaspora. On a énormément voyagé. Et c'est vrai que bon, l'idée des champs, elle est un petit peu lointaine. Et quand on veut se lancer dans le business, c'est peut-être pas la première idée qui va nous venir à l'esprit. Toi, d'où t'es venue cette conviction de retourner à la terre? Franchement, si j'avais pas commencé étudiante, je pense pas que j'aurais fait le café. Parce que c'est très long comme business. Si on fait de l'agriculture, on préfère faire des tomates, tu vois, ou des courgettes. Mais l'agriculture de café, c'est très long. Pour qu'un arbre de café pousse, il faut au moins 3 à 5 ans. Donc, il faut de la patience. Et moi, quand j'ai commencé, j'avais pas une idée de business. D'accord. En fait, j'étais passionnée d'agriculture et c'est une passion que j'avais avec mon père. On aimait bien faire planter des choses. Mon père aussi n'est pas agriculteur en soi. Il est pétrolier, mais il aimait aussi l'agriculture et moi aussi j'aimais l'agriculture, on se retrouvait là. On a fait nos études à l'étranger, donc ce moment où on se retrouvait avec mon père, c'était le seul moment qu'on pouvait partager ensemble. Donc voilà, on commence comme ça. Et un jour, je lui dis que j'aimerais bien faire pousser du café. Et je vois la réaction des gens autour de moi qui me disent « Non mais ça pousse pas à Kinshasa, ça va pas marcher, laisse tomber ». Mais comme je suis un peu têtue, je me suis dit « Mais je vais essayer ». J'ai rien à perdre. Enfin, j'ai $20 de semences à perdre, mais sinon, j'ai que du temps. Donc, let's go. J'étais étudiante, voilà, let's go. Donc, pendant les vacances, je lance ce pari. Je sais qu'il faut 3 à 5 ans, mais j'ai le temps. Et je pense pas en faire un business toujours. Et quand le café pousse, je suis juste contente de voir que, ben voilà, le café a poussé. Et toujours, je voulais pas en faire un business. Je crois qu'on a eu notre première récolte en 2018. J'ai commencé à distribuer en 2020. Donc 2 ans plus tard, que je me suis dit que je veux en faire un business. Wow. Mais pendant 2 ans, je récoltais comme ça, je disais aux gens, regardez, j'ai du café et tout. Mais c'était pas un business. C'est vraiment plus tard que c'est devenu un business quand j'ai vu la réaction des personnes autour de moi qui me disaient, mais tu sais que c'est incroyable ce que tu as fait. Il faut en faire quelque chose. Et donc, du coup, j'ai appelé ma marque La Quinoise parce que le café pousse à Kinshasa. Merveilleux. Et pourquoi Mongafula d'ailleurs? Franchement, entre nous, ça coûtait pas très cher. Ça coûtait pas très cher, mais en fait, c'est bien tombé parce qu'on est proche du Congo central. D'accord. Nous, on est près d'un point d'eau également. Mongafula, c'est en hauteur. Et en fait, inconsciemment, alors que c'était juste pas très cher, mais finalement, c'était toutes les conditions réunies pour avoir du café qui pousse dans la ville de Kinshasa. Extraordinaire. Ticia, tu as fait quelque chose de rare, c'est maîtriser toute ta chaîne de valeur, du caféier jusqu'au sachet distribué en RDC. Déjà, moi, je te tire mon chapeau pour cela parce que très peu y arrivent, très peu pensent même à essayer de contrôler toute leur chaîne. En RDC, tu le disais, une infime partie du café qui est planté ici est transformé localement. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'avoir une filière 100% locale? Écoute, pour moi, c'était important de contrôler ma chaîne de valeur parce que je suis un peu contrôle fric. Donc, c'était important de vraiment m'assurer de la qualité de tout ce que je fais. Et je savais que je voulais créer une marque. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de caféculteurs qui envoient leur café à l'étranger. C'est transformé par une autre marque dans un pays étranger, je ne sais pas, à Bruxelles ou en Suisse. Et ça nous revient sous une autre marque. Moi, je voulais pas ça. Et puis, ce qui m'a motivée aussi, quand j'ai eu mes premières récoltes, j'avais des amis qui me disaient « J'ai un super contact pour toi, un Libanais qui peut te racheter ton café. J'ai un super contact pour toi, un Turc qui peut... » Et je me disais « Mais à la fin, on verra une marque turque ou une marque libanaise et on va perdre la notion que c'est un café congolais. » Et c'est ça qui m'a motivée, à me dire « Non, je fais tout. Je fais tout et s'il faut y aller, on va y aller à fond. » Et du coup, on y est allé à fond. Ça a été difficile. Au départ, c'était artisanal. On mettait nous-mêmes le café dans les sachets. On avait une balance et on mesurait tout. Maintenant, on a des grosses machines. Mais ça demandait du temps. Les gens voient le résultat maintenant en se disant « Waouh, elle a une usine ». Mais on oublie tout ce qu'on a fait avant. Je vois parfois sur Internet les gens qui ont l'impression que je suis tombée là et puis tout d'un coup, j'ai une usine et puis ça marche. Non, on a eu beaucoup de moments de galère. Entre le moment où vous me connaissez et le moment où j'ai galéré, où j'étais sur ma moto, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, ça a été quoi le plus dur? Je pense le plus dur, c'était, mine de rien, moi-même. C'est-à-dire, j'avais un gros syndrome de l'imposteur. Les gens qui font le café, ils font ça depuis des générations en général.
Donc, tu verras qu'il y a quelqu'un qui va te dire, moi, je fais du café, mon grand-père faisait du café, mon père faisait du café. Et donc, c'est un héritage. Moi, je suis la première génération. Donc, j'avais parfois l'impression de ne pas être à ma place. En plus, mon café est dans un endroit où il n'y a pas d'autres caféiculteurs. Du coup, non seulement je suis la première génération, mais en plus, j'ai du café de Kinshasa. J'entendais les bruits de couloir des personnes qui disaient « à ce qui paraît, son café, il n'est pas bon ». Du coup, j'étais là, oh, je me sentais pas bien, etc. Quand j'ai gagné notre premier concours à Paris sur notre Robusta, donc au Salon international de l'agriculture, là, je me suis dit, waouh, en fait, mon café, il est bon. Mais j'étais vraiment pas sûre de moi au début. Quand les gens me disaient, tiens, j'ai goûté ton café, je voulais me cacher. Je voulais pas qu'on me dise. Tu voulais pas savoir ce qu'ils en pensaient. Ouais, voilà. T'avais peur de la réponse. J'avais très peur de la réponse. J'avais très peur des réactions des personnes. Ouais. Et j'étais très timide. Donc il fallait vaincre aussi cette timidité, se sentir à sa place. Les gens qui m'aimaient trouvaient aussi que c'était un business difficile. Ouais. Et on se demandait, mais pourquoi tu fais ça? T'as un master, t'as un MBA, tu pourrais travailler ailleurs. Donc il fallait aussi que je prouve que ce business marche. Et en même temps, au début, ça marchait pas. Donc je pense que mon plus gros obstacle, c'était moi-même. À partir du moment où je me suis fait confiance, tout le reste, que ce soit les routes de dessert agricole, l'électricité qui bégaye, les gens qui me décrédibilisent ou qui pensent qu'il y a mon père ou un mari ou je ne sais qui derrière, tout ça, c'était plus rien parce que j'avais confiance en moi. Alors, en parlant de filière 100% locale, pourquoi c'est important, tu penses aujourd'hui, de produire totalement localement? Qu'est-ce que ça change réellement? Tu penses que ça a un impact réel sur les Congolais? Oui, bah déjà, on propose différents styles d'emploi. Nous, on a tout un pan en production avec travail agricole, on a un pan industriel avec des ouvriers techniques, on a le pan commercial, on a l'aspect marketing, juridique. Donc, on est vraiment en train de créer, j'espère, une grosse entreprise où demain, si je ne suis plus de ce monde, l'entreprise va continuer à tourner. Souvent avec l'entrepreneuriat au Congo, c'est l'entrepreneuriat d'une personne. Quand cette personne n'est plus là, l'entreprise n'existe plus. Et moi, je voulais pas ça. Moi, je veux vraiment créer mon empire. Alors, c'est ambitieux. Je sais que ça va demander du temps, mais j'aimerais que quand j'aurai 60 ans, voilà, j'ai créé mon empire. Et bon, j'espère aller à la retraite avant 60 ans entre nous, mais j'aimerais quand même laisser une trace forte. Donc, pour moi, c'est important de contrôler cette chaîne de valeur et montrer une autre étendue de notre travail. On n'est pas que des producteurs. On n'a pas que les matières premières, or, cobalt et compagnie. C'est tout le temps transformé ailleurs. On peut transformer les choses ici. Et puis, on néglige l'agriculture. Il y a des pays qui se sont bâtis sur l'agriculture. Quand on regarde le Brésil, leader du café, le Brésil s'est basé aussi et s'est bâti sur l'agriculture. Et il faudrait qu'on arrête de voir que les mines. Il y a d'autres styles d'économie possibles qu'on peut faire en parallèle. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, premier producteur de cacao au monde. Et pourtant, je veux dire, en termes de taille, c'est 10 fois plus petit. Enfin, si je ne me trompe pas, c'est 10 fois plus petit en taille que la RDC. Mais ils sont beaucoup plus organisés. Là, moi, je suis allée à Abidjan dernièrement. J'ai vu leur plantation de cacao parce que le cacao et le café, ce sont des sœurs. Et ce sont des frères, plutôt. C'est ça. Et waouh, les plantations, c'était incroyable. C'était très bien rangé. C'était à perte de vue. J'ai trouvé l'organisation vraiment, vraiment top. Et ils sont appuyés par le gouvernement. Absolument. Parce qu'un entrepreneur, pour moi, j'aime bien comparer un entrepreneur avec un joueur de foot. Tu peux mettre Messi ou Ronaldo, meilleur joueur de foot, mais si tu leur donnes une balle de tennis sur un terrain de golf en leur disant joue au foot, ils vont pas jouer au foot. Yeah. Donc on peut avoir les meilleurs entrepreneurs possibles, si on leur donne pas l'écosystème adapté, ils pourront pas faire leur travail. Donc c'est un duo qu'on doit réussir à mettre ensemble, l'État et l'entrepreneuriat. Et ça, tu penses que c'est une réalité en RDC? Il y a des initiatives qui sont faites. Je ne vais pas dire le contraire. Moi, personnellement, j'ai réussi à finir mon usine grâce au concours de plan d'affaires qui avait été lancé par la Banque mondiale et le ministère des PME. J'ai aussi bénéficié de crédits au FOGEC. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'initiative. Maintenant, ces initiatives-là ne permettent pas d'avoir quand même un écosystème totalement sain. Notre écosystème est encore malade.
avec une administration lourde, avec des taxes parfois injustifiées, avec une douane parfois qui peut démotiver même le plus motivé des personnes, tu vois. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, un dialogue qui est nécessaire, et je pense qu'il faut un peu plus de personnes de terrain dans le gouvernement. Parce que quand on pense à l'entrepreneur, c'est un peu comme dans les films où c'est un film pour jeunes, mais c'est écrit par des vieux. Ça marche pas. Même leur vocabulaire, ça marche pas, tu vois. C'est important qu'ils comprennent les véritables problématiques du terrain, qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils comprennent les difficultés pour apporter une aide adaptée. Ça, je suis d'accord. C'est ça. Et aujourd'hui, moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais comment font les Indiens? Ils arrivent à s'organiser, etc. Oui, mais ils arrivent même à emprunter de l'argent dans leur banque en Inde à des taux à 4%. Nous, c'est pas le cas. On peut pas comparer ces deux mondes-là. Et puis, l'Indien, on sait pas qui le connaît en off, qui va le faciliter, etc., etc. On est en train de comparer une personne qui essaie de se battre avec une épée en bois et une autre personne qui se bat avec une réelle épée. Donc, on ne peut pas comparer nos deux communautés, même si c'est dans le même pays. Il faut vraiment faire quelque chose pour les personnes localement. Des microcrédits, des avantages. Certaines banques demandent des garanties. Mais un homme de 25 ans, une femme de 25 ans qui vit encore chez papa, maman, quelle garantie cette personne a? Donc, il faut réfléchir un peu plus à la réalité congolaise. Alors, Ticia, maintenant, j'ai envie de parler un petit peu de ta personnalité. On te décrit comme une travailleuse acharnée, une femme de rigueur, presque une athlète du business. Oh. Et tu cumules plusieurs casquettes. Maman, oui. Chef d'entreprise, stratège, communicante, agricultrice, vice-présidente à la FEC. Ah, je suis présidente maintenant. Ah, excusez-moi, madame la présidente. Présidente, félicitations. Merci. Comment tu arrives à tenir ce rythme ? Comment est-ce qu'une femme qui supervise autant de postes arrive à gérer tout ça? Et puis bon, on sent quand même que tu es bien emprunté dans ta marque. Et la marketeuse que tu es de formation doit aussi suivre l'aspect marketing, ton propre personal branding. Comment tu fais? Je me pose la question. En fait, je suis fatiguée. Là, comme tu vois, en vrai, je suis fatiguée. Je suis debout depuis 5 heures du matin, je suis crevée. Mais plus sérieusement, je pense, déjà, il faut avoir un partenaire qui nous comprend et avec qui on peut réellement travailler d'un point de vue professionnel et personnel. Professionnel dans le sens où mon mari, il est architecte, il y connaît rien à l'industrie ou je ne sais trop quoi, mais quand j'ai des événements, il va m'accompagner. Ouais. S'il faut me dépanner, par exemple, je dois aller dédouaner un truc, même si c'est pas son business, mais en même temps, je dois être je ne sais où, il va prendre la voiture et il va aller dédouaner pour moi. Donc, il faut avoir quand même quelqu'un qui arrive à t'accompagner. D'ailleurs, heureusement que je suis avec lui parce que c'est même lui qui a créé le logo de ma marque. Ah bah et à l'époque, c'était juste mon petit copain. Donc, je l'ai bien choisi. Mais donc, il faut une personne qui nous accompagne. Et un accompagnement, c'est pas forcément financier. Parfois, c'est la présence. C'est le fait d'avoir une bonne équipe, de se dire, OK, moi, je reste avec les enfants ce week-end. Comme ça, toi, tu peux aller faire ton événement, je ne sais où. Donc, vraiment avoir déjà une bonne personne à nos côtés et puis avoir un entourage en général. Moi, ma mère, je compte beaucoup sur elle déjà en point de vue modèle parce que ma mère, c'est une battante. Elle m'a toujours beaucoup inspirée. Je dirais même, elle nous a toujours beaucoup inspirés entre frères et sœurs. Mais aussi, parfois, elle va me dire, écoute, Issa, je vois que tu es fatiguée, laisse-moi les enfants pendant une semaine. Je suis très contente d'être avec mes petits-enfants. Et comme ça, moi, j'arrive à dormir pendant une semaine parce que ça faisait une semaine que je me réveillais à 5 heures du matin et que je me couchais à 1 heure du matin. Ouais. Donc, je pense qu'il faut vraiment être bien entouré. Ouais, et enfin, je vais finir par l'équipe. Je parle souvent de mon équipe, mais elle a tellement été difficile à trouver, cette bonne équipe. Et on n'est pas beaucoup, hein. Mais cette équipe-là, on est au taquet. Tout le monde sait ce qu'il doit faire, fait parfois plus que ce qu'il doit faire, se dépasse. Moi, quand je vois les gens de mon équipe, ils n'ont pas l'impression de travailler chez la Quinoise. La Quinoise, c'est aussi eux, c'est aussi leur société. Quand on gagne un prix, ils sont contents. Quand on perd, ils se disent, bon, allez, c'est pas grave, on se relève. Et d'ailleurs, ça me motive tellement parce que je sais que je ne peux pas abandonner rien que par rapport à eux. Rien que par rapport à eux, je ne peux pas abandonner. Vu comment ils se battent, je ne peux pas moins me battre. Donc, je pense que c'est vraiment l'entourage qui me permet de tenir. De tenir. Ouais. Et une journée type de Ticia, ça ressemble à quoi?
Alors, j'aime bien expliquer le fonctionnement de ma société comme un entonnoir. Ouais. Donc, moi, je m'occupe de tous les gros projets. Et après, une fois qu'ils sont mis en place, je passe à mon directeur des opérations. Lui, il met aussi en place à son niveau. Puis après, il passe aux agents terrain. Donc, ma journée type, c'est les gros projets, par exemple, essayer de trouver des nouveaux contrats, faire les rendez-vous clients, mettre en place les gros événements. Comme on a un événement qui s'appelle Couleur Café, je peux en parler parce que Élevé nous accompagne. Avec plaisir. Donc, on a un événement qui s'appelle Couleur Café là, qui va avoir lieu le 12 décembre. Donc, c'est penser au gros événement, le programme. Mais après, pour les opérations, je laisse à mon responsable de projet. Je suis un peu pour voir si tout va bien. Tu arrives à déléguer. Oui, heureusement. Ouais. Et après, par exemple, je pensais à 2026, à nos objectifs de 2026. Puis après, j'en parle aux opérations, mon directeur des opérations qui va mettre en place les équipes pour atteindre ces objectifs, etc. Donc, mon quotidien, c'est beaucoup de stratégie, rendez-vous clients, stratégie, beaucoup de PowerPoint, beaucoup d'Excel, beaucoup de téléphone aussi. Et après, j'ai ma petite casquette un peu dragon où là, je vais suivre un peu les gens pour voir si tout va bien, etc. J'ai appris que tu faisais de la boxe. C'est vrai, ça? Ouais, je fais de la boxe. Qu'est-ce que ça t'a appris, la boxe? Franchement, moi, ça me permet de me défouler. Ça me permet de me vider. Ça apprend aussi beaucoup la combativité. C'est un sport de combat. Bah oui. Ça apprend donc la combativité. Tu sais donner des coups de poing. Ouais. Et en recevoir aussi. Et en recevoir aussi. Être une battante. À esquiver les mauvais coups. Et à se fier à son instinct. C'est beaucoup d'instinct, la boxe. Quand on sait qu'on doit aller à droite ou aller à gauche, c'est beaucoup de l'instinct. Et donc, du coup, se fier à son instinct, je pense que c'est très important pour un entrepreneur. Alors, Ticia, je vais te poser à présent la question qui pique, mais elle est évidemment bienveillante. Tu es reconnue pour ta ténacité, ta discipline et ta réussite rapide, mais si tu devais être totalement honnête, quelle est la plus grande erreur ou la naïveté que tu as commis en débutant la quinoise que tu ne referais mais absolument plus jamais aujourd'hui? J'ai une bonne histoire. Allez, je t'écoute. Je devais aller en Chine pour m'acheter des machines. J'avais un plan. Je suis quelqu'un de très organisé, donc je savais que j'avais, dans mon plan de développement, il fallait que j'aille en Chine acheter telle et telle chose. C'était encore à l'époque du Covid, donc il fallait encore faire les tests Covid avant d'aller en Chine. Donc j'étais à l'INRB. J'étais habillée n'importe comment, j'avais un foulard sur la tête, j'étais en boubou, tranquille, juste pour faire mon test. On m'appelle, on me dit oui bonjour, c'est l'hôtel bip qui vous appelle, on veut absolument vous rencontrer tout de suite maintenant, on est en train de signer tous nos fournisseurs, on vous veut parmi nos fournisseurs. C'était la première fois qu'on m'appelait. Normalement, c'est moi qui appelle et qui harcèle pour avoir un rendez-vous. Là, on m'appelle. Vous voulez pas un petit peu de café? C'est ça. Vous voulez pas ma marque? On est bien, on est local. Là, c'est eux qui m'appellent en disant on vous veut, mais il faut venir tout de suite. Je regarde comment je suis habillée. Je leur dis bon, dans 1 heure. Non. Maintenant, le DG va bientôt sortir. Madame, je vous le dis entre nous, si vous venez pas maintenant, c'est mort. Ok. Je roule comme une malade, j'y vais, j'ai toujours du café dans ma voiture, donc je fais la présentation, mais je suis habillée un peu n'importe comment, mais c'est pas grave, ça passe. Je m'excuse d'ailleurs, je leur dis désolé de mon accoutrement et tout, ça leur fait rire. Ça passe super, très bon relationnel. Je vais en Chine. Et c'est là où mon erreur va arriver. Je me fie au très bon relationnel. Je vais en Chine, le directeur F&B de cet hôtel m'appelle et me dit... Franchement, on aime beaucoup votre marque. J'avais pas encore signé de contrat. Ok. Il me dit franchement, parce que j'étais arrivée, il valide, mais je pars après. Du coup, je me dis, je signe après. Donc la signature ne se fait pas. Voilà, mais le relationnel est bon. Il me dit, j'ai vraiment beaucoup aimé votre café. Là, maintenant, à l'hôtel, on a besoin de pratiquement 200 machines à capsules. Est-ce que vous êtes capable de nous fournir ça? Je suis en Chine. J'ai l'argent des machines. Je me dis... Il faut que ce mec me voie comme Madame Solution. Je lui dis, il n'y a pas de problème, monsieur. Je vais prendre les machines. On va me voir comme Madame Solution, la dame qui est très réactive, etc. J'achète 200 machines.
avec l'argent qui était prévu pour autre chose. Pour mon groupe électrogène, pour d'autres machines, des emballages. Je prends pour 200 machines pour eux en faisant mes calculs. Je récupérerai l'argent, je retournerai en Chine, j'achèterai tout ça après. Voilà. J'arrive maintenant à Kin. Je vais dans cet hôtel. Bonjour, je cherche le directeur Intel. Ah, mais il ne travaille plus là. Oula. Ah, parce que j'ai les 200 machines. Il dit, les 200 quoi? Je dis, mais il m'avait dit d'acheter 200 machines. Ils me disent, mais où est le bon de commande? C'est pas possible. Mais au téléphone, ils disent, vous n'avez pas de bon de commande, madame? Mais nous, on ne veut pas de vos 200 machines. Je me retrouve avec 200 machines sous les bras, juste parce que j'ai acheté, parce qu'on s'entendait bien, le courant est bien passé, c'est sûr, j'allais signer, et j'ai acheté son bon de commande. Plus jamais je commande quelque chose tant que j'ai pas une signature. Mais et dans tous les domaines d'ailleurs, il faut formaliser les choses. Et on le dit sans cesse avec Élevé. Même quand on est amis, même quand on deal avec sa plus grande copine. Même la famille. Il faut signer, il faut formaliser les choses. Ça, c'était vraiment l'erreur des débutantes. Mais quelle galère, t'as fait quoi de ces 200 machines? Eh ben, figure-toi que c'est que cette année que j'ai réussi à fournir ces 200 machines à un autre hôtel. Et cette fois-ci avec un vrai bon de commande. Avec un bon de commande, avec un contrat signé, tout bien. Paiement à l'avance. Ah ouais, avance de 80%, je te prends les trucs, à la livraison, tu me payes mes 20% qui... Ah non, avant, en fait, je voulais tellement montrer que j'étais efficace, rapide, etc., au taquet, qu'on pouvait compter sur moi, que je faisais tout vite et j'oubliais les fondamentaux, comme signer un contrat, avoir un bon de commande. Je me basais sur le fait que je m'entends bien avec le directeur. Maintenant, le directeur a été renvoyé, tu fais quoi? Tu peux pas juste t'entendre bien avec le directeur. C'est clair. Donc, non, plus jamais je me fie à ces... Alors, il y a beaucoup de relationnel dans mon métier, je pense dans le tien aussi. Mais maintenant, je formalise. Relationnel, tout ce qu'on veut, formalisons. Totalement raison. Ça me fait même penser à plein de choses. Bref. je pense que je dois souffrir de la même naïveté. Alors, Ticia, on va parler un petit peu aussi de la vision, de l'ambition de la Quinoise. C'est un projet qui est né il y a déjà plusieurs années. Tu sais, ça passe tellement vite. Ça va bientôt faire peut-être 10 ans. On pas encore, hein. On a créé notre société en 2018 et on commercialise depuis 5 ans. Donc, mais on a l'impression que je suis là depuis longtemps. Hein. Ouais. Mais j'imagine que tu as encore beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves à accomplir. Tu as construit quelque chose d'unique, une vision industrielle, une marque identitaire forte, un modèle qui touche à la souveraineté alimentaire. Dans 10 ans, la Quinoise, c'est quoi? 2035. Déjà, j'aimerais bien qu'en 2035, on exporte. Tu vois, que tu puisses un jour aller au Mexique et puis tu te dises « mais je connais cette marque mais j'avais interviewé cette fille il y a 10 ans. » J'aimerais beaucoup qu'on puisse nous trouver ailleurs qu'au Congo. On veut commencer par l'Afrique et après par le monde. Et puis surtout, j'aimerais qu'on ait plus de produits. Le café, c'est un premier produit. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse étendre notre marque à d'autres propositions que je ne vais pas dire ici. Je garde ça un peu en secret pour faire la surprise. Un peu de surprise. Moi, j'adore le café, Ticia. Franchement, fais-nous des machines à café. Je pense que la leçon que ce directeur t'a laissée, c'est qu'il faut que tu aies tes propres machines à café. Maintenant, on fournit aussi quelques hôtels, mais bonne commande. Brandé, tout ça. Et puis des saveurs. Fais-nous rêver. Moi, j'adore le café, en tout cas. Et j'ai hâte de voir ce que tu nous réserves dans l'avenir, qui, je sais, sera hyper positif. Merci. Alors, toi qui nous écoutes aujourd'hui, toi qui nous suis, peut-être que tu rêves aussi de construire quelque chose dans notre beau pays qui est la République démocratique du Congo, ou simplement de contribuer d'où tu es avec ce que tu as. Je veux te donner un petit défi aujourd'hui. Écris une action concrète que tu peux poser cette semaine pour avancer dans ton projet. Ticia a parlé de gérer et de structurer comme un entonnoir. Donc, on part de gros objectifs, des objectifs à long terme, qu'on essaie de réduire en objectifs quotidiens. Contacte quelqu'un à qui tu peux faire tester, à qui tu peux présenter ton idée. Les grandes trajectoires commencent toujours par un premier geste. Et ensuite, dites-moi en commentaire ce que ça a donné. Peut-être qu'une belle idée comme celle de Ticia
va être né de cette action. Siam, le temps avec toi, je ne le vois pas du tout passer. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Non, pas du tout. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on parle. Et ça va faire bientôt 1 heure. Tu as un parcours qui est impressionnant, édifiant. Et je pense qu'il laisse une empreinte forte dans notre pays. Je pense qu'on peut s'inspirer de toi, de ton parcours, de ton business pour plein d'autres secteurs d'activité en RDC. Et tu touches à quelque chose de super important. Les enjeux en RDC sont nombreux, mais la souveraineté alimentaire, je pense que c'est la clé. Si on ne se nourrit pas bien, si on ne mange pas bien, si on n'arrive pas à avoir les produits de base, les produits de consommation de base, produits localement nous-mêmes, c'est vrai qu'on est encore loin d'être un pays développé. Moi, j'ai été très, très heureuse d'échanger avec toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Écoute, de ne pas laisser tomber. Le Congo est un pays difficile, vraiment. Même pour l'entrepreneuriat est difficile. L'entrepreneuriat au Congo est très difficile. J'ai un ami qui dit que sur son CV, un jour, il mettra « J'ai essayé d'entreprendre en RDC ». Absolument. Que rien que ça, c'est un boulot, c'est une compétence. Donc, ce que tu peux me souhaiter, c'est, malgré toutes ces difficultés-là, ne pas perdre confiance en moi et de continuer. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite. Merci. En sortant d'ici, je vais aller acheter des paquets de la quinoise que je vais importer avec moi. Ah. Et je vais en boire en pensant à toi. Et je retiens avec toi qu'il faut penser en filière, il faut structurer ses projets, il faut formaliser, il faut oser penser à l'industrialisation, penser gros, et surtout croire que la valeur locale, la chaîne de valeur locale, et savoir déléguer, avoir une équipe solide, apprendre, les former. et avoir confiance en soi. Et avoir confiance en soi. Siam Okuna, ça a été un plaisir d'être avec toi dans cet épisode de Élever Impact. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux malgré tout.